Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Voilà, alors nous sommes le 8 octobre et c'est le 9e CITREP que tu nous présentes, toujours gracieusement, gentiment. Je te remercie beaucoup. Euh, mais bon, un CITREP qui est encore pire que la semaine dernière et enfin tu vas tout nous dire là. Ouais. C'est pas désespérant parce que on espère encore un peu qu'il y ait des gens de bon sens qui arrivent à empêcher le pire, mais je crois que malheureusement, enfin, je te laisse continuer. Je crois que les gens de bon sens, il y en a malheureusement pas assez. Malheureusement. Oui, oui, Donc effectivement, là, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 1352 fois le cessez-le-feu. Donc on a presque le double de la semaine passée, qui était voilà. elle-même déjà le double de la semaine d'avant. Donc là, en 2 semaines, on a multiplié par 4. Donc tout va bien, Madame la Marquise. Dont 803 fois avec des armes lourdes, donc artillerie, mortier, chars d'assaut, Ouais. interdit bien sûr par les accords de Minsk. On atteint de nouveau 59% des bombardements opérés par cet armement-là. Donc bon, bah là aussi ça augmente. La semaine dernière on était aux 40 et quelques pourcents. Donc voilà, on continue l'escalade. Ouais, On ouais, ouais. continue l'escalade. On continue l'escalade aussi au niveau des victimes, puisque ces bombardements ont fait 6 morts. Uniquement des soldats, et 7 blessés, dont 6 civils. Donc là aussi, on a doublé, plus que doublé par rapport à la semaine passée. Bon, bah voilà, on double les bombardements, on double les victimes, les destructions. Ça semble pas avoir fait sourciller Jean-Marc Ayrault qui était en visite jeudi à Non, non, Moscou, non, hein. non, bah c'est comme son homologue allemand, qui conditionne le retrait des sanctions européennes au succès du désengagement des troupes sur la ligne de front, alors que la Russie a rien à voir dans l'histoire. Enfin, tout va Oui, bien. oui, oui. Ils sont tous bien perchés. Je sais pas ce qu'ils prennent, mais le dealer, c'est un bon. C'est vraiment un bon. Hélas. Ouais. Autre petite chose, on va dire pas très reluisante. Hier, le commandant Bassourine, Édouard Bassourine, donc commandant second des forces armées de la République populaire de Donetsk, pour ceux qui ne le savent pas, a déclaré que ses services de renseignement avaient découvert des accords assez étranges entre l'OSCE et la 30e brigade des forces armées ukrainiennes, prévoyant donc que l'OSCE ferme les yeux sur les bombardements de provocation de cette brigade. Mais par contre, ils ont prévu de rapporter toute violation de l'armée de la République populaire de Donetsk qui serait fait en réponse à ces provocations. Bon, l'armée de la République populaire de Donetsk n'a pas mordu à l'hameçon, bien entendu. Ouais. Surtout qu'ils savaient qu'il y avait des journalistes d'ICTV qui étaient planqués en embuscade en plus du drone de l'OSCE. Et donc, résultat des courses, les forces armées ukrainiennes en ont été réduites à bombarder elles-mêmes leurs propres positions. Bon, voilà. C'est Tout fou. va bien, tout va bien. On continue dans le délire. Donc, Bassourine, bien sûr, a demandé à l'OSCE d'enquêter sur cette nouvelle gabegie, la énième, concernant ses employés. Après, les traducteurs qui travaillaient pour le SBU et qui sont indirectement, semble-t-il, responsables du meurtre d'un chef de la République populaire de Lugansk. Après, les multiples manquements à leurs devoirs. Ouais, Voilà, donc ouais, là, ouais. on a encore une énième connerie faite par l'OSCE, enfin les employés en tout cas de l'OSCE. Il serait peut-être temps qu'ils revoient quand même leur procédure de recrutement. Je sais pas où ils vont les chercher, leurs employés, mais c'est vraiment n'importe quoi. Un petit paquet de candidats pour le Nuremberg numéro 2, je crois bien, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, l'OSCE qui a quand même un peu fait son boulot côté ukrainien en allant visiter les zones de stockage de l'armement qui est censé être retiré du front d'après les accords de Minsk et qui a constaté l'absence d'un grand nombre de pièces d'armement, principalement d'artillerie, que les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont bien sûr détecté sur le front, là où elles ont rien à faire, Oui. dont entre autres 6 lance-roquettes multiples ouragans de 220 mm. C'est sympa ça comme truc quand ça tire. Ouais, ouais. 12 lance-roquettes multiples grades de 120 mm, 12 obusiers MSTA-S de 152 mm, 12 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, 18 obusiers Jessin B de 152 mm, 19 obusiers D20 de 152 mm, 12 obusiers D30 de 122 mm, 16 chars d'assaut T62 et T72 et 8 mortiers automatiques Vassilek de 82 mm.
millimètres. Voilà, de quoi tuer quelques civils, soldats, détruire des bâtiments. Bon, ils vont peut-être C'était oser pas- nous dire que c'était parce qu'ils avaient prévu de faire la course au ramassage des champignons, peut-être, hein? Oui, ça doit être ça, ouais. Hein? Alors, s'ils font du ramassage de champignons à coup d'obusier de 152, Oui, enfin, qui m'expliquent leur technique. enfin, sous l'effet de la vodka, si tu veux, tout est possible, hein. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, au sein de l'armée ukrainienne, hein, ça continue, hein, les désertions, l'alcoolisme forcené, les suicides. Là, leur perte hors combat, là, sur la semaine écoulée, il y a eu un hôpital où ils ont accueilli près d'une centaine de soldats de l'armée ukrainienne. Hein. D'accord. Tout va bien, tout va toujours très bien. Cette semaine a aussi été marquée par l'intensification de l'activité des groupes de diversion et de sabotage de l'armée ukrainienne. Ces derniers ont installé une mine sur la chaussée à Makeyevka, donc qui est la grosse ville qui est à l'est de Donetsk, hein, qui est dans la continuité, on va dire, de la ville de Donetsk. Oui. Et un camion à essence, en fait, a sauté le 5 octobre au matin dessus. L'explosion a été si puissante que les vitres de 10 institutions scolaires, 3 jardins d'enfants, un hôpital et de dizaines d'habitations ont été endommagées. Bien entendu, quand ça a explosé, il y a eu une projection, tout un paquet d'éléments qui venaient aussi bien de l'engin explosif que du camion, qui ont endommagé des câbles à haute tension, une station électrique, laissant la mine de Glovskaya Glubokaya sans électricité. Ouais. Donc c'était la mine dans laquelle nous étions descendus avec mes collègues pour aller voir ce que c'était que de descendre au fond de la mine. Voilà, donc 126 mineurs sont restés bloqués sous terre jusqu'à que ça soit réparé. C'était très sympa. Encore une fois, c'est assez dangereux puisque par définition, on a besoin d'électricité pour évacuer Pour faire tourner les systèmes de ventilation, évacuer les gaz toxiques, l'eau qui s'infiltre automatiquement puisqu'on est bien en dessous des nappes phréatiques. Ouais. Les 126 mineurs s'en sont tous sortis, mais c'était quand même quelque chose de très très dangereux. Le plus incroyable a été la déclaration du chef de la région occupée de Donetsk, le chef de la partie ukrainienne. Pavel Zebrovski, qui a déclaré qu'il s'agissait de munitions livrées depuis la Russie qui avaient explosé. Bon, monsieur Zebrovski, très certainement diplômé de l'école du cirque, hein, parce que là, faut vraiment pas avoir honte de faire des déclarations aussi stupides devant le monde entier. Là, vraiment, on a eu de la chance, qu'il n'y ait pas eu plus de victimes. On se demande bien ce qui aurait fait. Pourquoi on aurait trouvé une munition russe livrée par la Russie à cet endroit-là quand même. Enfin, c'est grand n'importe quoi. Bref. Accord de Minsk et situation politique. Les primaires ont eu lieu la semaine dernière, dimanche dernier, ont remporté un franc succès, avec au total pour les deux républiques près de 431 000 électeurs. Ils avaient prévu à peu près 600 000 lots de bulletins. Ouais. Donc ça en a quand même les 2 tiers qui se sont déplacés. On rappelle que c'était des élections non contraignantes, c'était des primaires. Ouais. Pour respecter les accords de Minsk et éviter de déclencher un casus belli. À Donetsk comme à Lugansk, les 2 maires actuellement en poste ont remporté la majorité des suffrages. Celui de Donetsk a même dépassé les 80% de vote. D'accord. Et en République populaire de Donetsk, ce sont les candidats du mouvement République de Donetsk qui ont remporté la grande majorité des circonscriptions, 505 sur 514. Ah oui, c'est... Oui. Voilà, écrasante victoire du mouvement République de Donetsk, qui est aussi d'ailleurs majoritaire pour information au sein du Parlement de la République populaire de Donetsk, face à son adversaire qui est donc le mouvement Donbass Libre. Voilà, petite digression politique. Il y a une petite différence entre les deux, une question politique. Oui. J'ai pas précisément creusé, mais effectivement, en l'état actuel, les 2 tiers du Parlement sont des députés du mouvement République de Donetsk, et donc 1 tiers pour Donbass Libre, qui est donc en l'état de l'opposition. D'accord. Le vote s'est très bien déroulé, il n'y a pas eu d'accroc, pas d'acte terroriste de la part de l'armée ukrainienne ou de violation.
le tout donc qui avait été surveillé par des observateurs internationaux, mais aussi locaux, qui ont pu constater que tout s'est déroulé selon les standards de l'OSCE et qu'il n'y a pas eu de bourrage d'urnes ou autre joyeuseté. Voilà. Donc c'est un très très bon signal, parce que ça prouve que les deux républiques populaires sont capables d'organiser des élections selon les plus hauts standards démocratiques. Donc ça, c'était en ça que c'était quelque chose d'historique, pas l'élection, on va dire, en tant que telle, puisque ce ne sont que des primaires non contraignantes, mais le fait que les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ont respecté tous les standards, ont montré qu'elles sont capables de faire des élections selon les standards de l'OSCE et même au-delà, puisque, comme je l'avais signalé, les candidats devaient avoir, entre autres, un casier judiciaire vierge, ce qui n'est même pas le cas dans un certain nombre de pays européens, dont la France. Donc, ils sont allés très très loin au niveau du processus démocratique. Et en ça, pour moi, ce jour-là a été un jour historique, parce qu'ils ont montré qu'ils sont capables de montrer l'exemple dans ce domaine, et que donc désormais ils sont capables, pour leurs futures élections qui elles seront tout à fait officielles, contraignantes, etc., de suivre ce processus qui a été élaboré pour ces primaires. Donc ça a été un galop d'essai, mais un galop d'essai qui a été vraiment réussi au-delà de tout, et qui a permis de créer l'expérience nécessaire pour les futures élections. Et puis c'est surtout, je dirais, un succès du point de vue du soutien populaire. C'est-à-dire que ça prouve que vraiment la population, une grande partie de la population qui était concernée par cette affaire-là, une grande partie de la population soutiennent les institutions et les représentants des institutions des républiques. Tout à fait. Bon, on le voit avec les résultats des maires entre guillemets sortants, puisque ils restent toujours en place, puisque c'est une élection non contraignante. Oui. Mais monsieur Martynov, qui est le maire de Donetsk, je crois qu'il a fait 83%, quelque chose comme ça, c'est énorme. C'est un plébiscite. Ça prouve que il fait bien son travail et les gens sont contents de lui. Donc il avait quatre adversaires dont aucun n'a dépassé les 5,5% d'intention de vote, quoi. Donc d'accord, c'est un vrai plébiscite, voilà. Un vrai plébiscite. Concernant les accords de Minsk, on est toujours au point mort. Le protocole d'échange des prisonniers sur le modèle tous pour tous n'ayant toujours pas été validé par l'Ukraine, après qu'une proposition ait été remise par la République populaire de Donetsk, puisque les autorités ukrainiennes ont demandé aux représentants de la RPD de transmettre à leurs soldats prisonniers dans les deux républiques populaires des vêtements d'hiver. Voilà. D'accord. Le message, c'est en gros, les gars, vous êtes là pour encore un bon moment, on n'en a rien à faire de vous, on n'a pas l'intention de se presser pour vous récupérer. Ça fait plaisir. Disons ils sont occupés à se battre pour les biscottes, donc ils peuvent pas non plus s'occuper de tout le monde. Et puis sinon, ils seraient obligés de partager les biscottes avec les soldats. Oui. En temps de disette, c'est quand même pas... voilà. Donc c'est magnifique. Moi, je serais à la place des gars. Daria Morozova, la médiatrice de la RPD, qui s'occupe de toutes ces questions-là, elle dit elle-même qu'elle avait pitié des soldats ukrainiens, en disant je me mets à leur place. Les gars, ils sont complètement abandonnés par leur pays. On leur montre clairement qu'on n'en a rien à faire d'eux. Et elle a rappelé que par contre, du côté de la République populaire de Donetsk et de Lugansk, on essayait de récupérer les plus de 600 personnes qui sont toujours officiellement dans les geôles ukrainiennes. Officiellement, oui. J'ai peur que malheureusement... Officieusement, le chiffre n'est pas le même. Oui. D'ailleurs, en parlant des geôles ukrainiennes, alors que Kiev est censé normalement, d'après les accords de Minsk, voter une loi d'amnistie protégeant ceux qui ont fait partie de la milice populaire dans le Donbass, loi qu'elle n'a toujours pas votée au bout de 2 ans, il y a donc un volontaire brésilien, Rafael Luz-Vargui, qui est assez connu, qui avait été pas mal interviewé, qui a fait partie donc des armées et de la RPD et de la République populaire de Lugansk, a été arrêté à Kiev dans des circonstances qui sont quand même assez étranges. Oui. D'après les informations dont on dispose, Raphaël se rendait, semble-t-il, en Russie depuis Dublin, et l'avion aurait donc miraculeusement atterri à Kiev. On ne sait pas trop comment.
c'est un peu bizarre, pas trop sur le chemin normalement, où il a été arrêté par le SBU qui l'attendait de pied ferme avec des caméras pour filmer le tout. Forcément. Bien entendu, donc ça sent quand même le gros traquenard. Les soupçons se portent sur le Royaume-Uni qui aurait transmis à Kiev les informations sur le voyage de Raphaël, dont l'avion aurait purement et simplement été détourné sur Kiev pour permettre son arrestation. Bon, moi je peux quand même pas manquer de m'interroger sur la légalité d'une telle procédure. Alors qu'à ma connaissance, aucun mandat international n'existait contre Raphaël. Nous sommes nombreux à être de tout cœur avec Raphaël et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à soutenir la demande qui est envoyée par des volontaires aux autorités brésiliennes afin de demander sa libération. Donc, bon, même si je me fais pas beaucoup d'illusions vu les nouvelles autorités au Brésil, mais il faut marquer notre soutien à Raphaël. On peut pas le laisser, tomber. Connaissant les méthodes du SBU, voilà, enfin très franchement, je suis très très inquiète pour Raphaël. Et je suis pas la seule. Donc il faut vraiment qu'on arrive à obtenir sa libération le plus vite possible. Ça veut dire médiatiser, de continuer de le médiatiser. Il faut absolument que les gens relayent l'information, que les gens écrivent, même en anglais aux autorités brésiliennes, au ministre des Affaires étrangères brésilien, au président par intérim, etc. pour faire pression, pour exiger que Raphaël reçoivent l'aide de son pays, parce que pour moi c'est totalement illégal. Là on en revient quasiment à ces histoires qu'il y a eu de gens qui étaient enlevés par la CIA et embarqués dans des avions depuis des pays. Tout à fait. Voilà. Ils étaient censés être à l'abri, quoi. Donc là, ça devient des procédures totalement extrajudiciaires. C'est du grand n'importe quoi. Et l'Europe ne dit toujours rien, bien entendu. Mais c'est probablement même l'Europe qui a. Si c'est le Royaume-Uni, oui, là c'est très très grave. Enfin là, si c'est avéré, il y a un petit paquet de gens qu'on va pouvoir ajouter au Nuremberg 2. Je pense qu'on va devoir faire plusieurs sessions, parce que je crois que là même le Donbass Arena, il n'y aura pas assez de place. Il y aura tellement de connards à mettre dedans, excuse-moi du terme, mais vraiment, là surtout quand on sait quelles sont les méthodes du SBU et d'aller livrer un gars qui n'a fait que défendre la population civile du Donbass entre les mains de ces gens-là, qui utilisent toutes les pires méthodes de torture, qui ont d'ailleurs été formés maintenant par les Américains à leur méthode à eux, le waterboarding et autres joyeusetés du même tonneau. Donc les services secrets britanniques, s'ils ont fait ça, se rendent complices de torture, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, total. Absolument. Donc, voilà. En Ukraine, pendant ce temps-là, le mécontentement continue à grimper, ainsi que dans le Donbass occupé. Dans cette partie du territoire, malgré les rafles du SBU afin d'empêcher des manifestations contre la présence de l'armement ukrainien au sein même des zones résidentielles, donc des villes ou des villages. Les manifestations ont quand même eu lieu. Les gens sont aussi excédés par les vols dont ils font systématiquement l'objet, soit chez eux, soit sur les points de passage. Barrières et meubles en bois volés pour se chauffer par les soldats, dont certains reçoivent qu'une partie de leur solde, donc ils pillent tout ce qu'ils peuvent. Le reste allant dans la poche de leur commandant. Bijoux et argent volés avec menace d'exécution ou d'emprisonnement si les gens n'obtempèrent pas au point de passage par les soldats de bataillons spéciaux comme le fameux bataillon Donbass. Voilà, donc les gens qui viennent nous sortir que ces gens-là sont pas des nazis et des bandits, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais même à l'ouest de l'Ukraine, en fait, la grogne, elle monte aussi. Lors d'une émission télévisée en direct où des députés de la Rada discutaient du fait de voter ou non la reconnaissance des élections législatives en Russie. Ces derniers se sont fait interpeller sur le plateau par un spectateur, Vitaly Golovbev, lui-même rédacteur en chef de la maison d'édition Ogo à Rivne, dans le nord-ouest de l'Ukraine, donc c'est vraiment l'extrême nord-ouest, qui leur a rappelé qu'avant de gloser sur des choses aussi futiles, il ferait mieux de s'occuper de la situation dans le pays qui les avait élus.
que les gens mouraient de faim et partaient en Russie par dizaines de milliers pour ramener un peu d'argent pour s'en sortir. Et que tant que ça perdurera, ces gens considéreront la Russie comme une patrie nourricière et non comme un pays agresseur. Et que les citoyens pourraient plutôt réfléchir à invalider leurs propres élections législatives vu le ramassis de bandits et de bagarreurs de la Rada avant de s'occuper de celle de la Russie. Il y avait d'ailleurs un petit baromètre d'approbation des spectateurs dans le coin en bas à gauche de la vidéo. Donc les gens pouvaient voter pour dire s'ils étaient d'accord ou pas avec ce que le monsieur y racontait. Au plus fort de son discours, il a quand même fait 90% d'approbation. Ouais. Voilà. Il a pris un énorme risque quand même. Énorme risque. C'est l'inconscience de la colère définitive, quoi. Et le pire, c'est que le gars, on peut même pas l'accuser d'être un pro-russe parce qu'il nous sort, le coup de la Russie, pays agresseur, des bandits de la République populaire de Donetsk et de Lugansk qui tuent des gens dans le Donbass avec leurs armes. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, le mec peut même pas être accusé d'être un pro-russe parce que il ne fait que dénoncer vraiment la partie interne en continuant sur la propagande, on va dire, sur la partie internationale. Et enfin, même là, ça explose parce que ça tient plus. Là, c'est en train de se fissurer par tous les côtés. Donc là, il commence à se faire interpeller. D'ailleurs, tu vois la tête des députés quand il leur dit avant de vous occuper de voter des trucs pareils, commencez par voter des salaires décents, des retraites décentes pour les gens, que les gens ils aient envie de vivre en Ukraine et qu'ils soient fiers de vivre en Ukraine. Et il leur dit le patriotisme ukrainien il apparaîtra quand les gens seront fiers d'habiter dans leur pays et qu'ils n'auront pas plus besoin d'aller dans le pays agresseur à côté pour aller travailler, s'abaisser à aller dans le pays agresseur pour travailler et gagner un peu leur vie. Là, oui, ils regardaient tous leurs chaussures, ils faisaient une tête, je te jure, c'était impressionnant. Alors j'ai partagé la vidéo moi de cette séquence effectivement très donc qui a été gentiment sous-titrée par Tali. Si on peut peut-être la remettre en lien dans la description de la vidéo quand on publiera sur YouTube, comme ça les gens pourront aller voir par eux-mêmes. Donc ce monsieur qui effectivement a eu du courage, c'est dangereux pour lui quand même. C'est comme lorsqu'Evgeny Mourayev, le député anciennement du bloc d'opposition qui maintenant est indépendant, qui avait aussi ouvert sa gueule en public lors d'une émission télé. Il a été menacé. Les personnes qui font ça prennent énormément de risques en Ukraine. Faut quand même le dire. Si c'est pas le bras fasciste de la justice ukrainienne, c'est des groupuscules néo-nazis qui viennent le voir en lui disant ça t'as pas le droit de dire, ou espèce de pro-russe, etc. Quoi. Etc. Bien sûr, Donc la Rada encore et toujours, donc là notre petit moment pendant ce temps-là à Kiev. Bon, j'en ai qu'un, mais il est quand même assez énorme. Donc la Rada encore et toujours qui nous a offert de nouveau de quoi rire un grand coup ou pleurer au choix. Donc depuis qu'Andrei Paroubi, fondateur du Parti national socialiste ukrainien, depuis renommé Svoboda, parce que un parti qui s'appelle Liberté, ça fait quand même mieux que Parti nazi d'Ukraine. Donc depuis que ce charmant monsieur est devenu président du Parlement ukrainien, les votes de la Rada n'ont plus de démocratique que le nom. On a eu encore un très très bon exemple, de nouveau sous-titré par Tali, d'une session du Parlement ukrainien où des juges devaient être démis de leurs fonctions. Donc ils devaient être virés. C'est une sanction très lourde, qu'on pourrait admettre si ces juges étaient corrompus, avaient libéré des malfaiteurs notoires, ou au contraire, condamné des innocents en toute connaissance de cause. Non, rien de tout ça. Dans l'Ukraine post-Maïdan, avoir simplement fait votre travail de juge en condamnant des activistes du Maïdan qui avaient enfreint la loi, suffit à vous faire licencier. Voilà. Donc dit autrement, on appelle ça une purge. Ça rappellera des souvenirs à ceux qui connaissent leur histoire. Pour la forme, on soumet tout ça au vote de la Rada en pensant que tout va aller comme sur des roulettes. Non. Les premiers votes passent plus ou moins, et puis au bout d'un moment, certains parlementaires refusent de cautionner cette mascarade et s'abstiennent donc de voter pour empêcher d'obtenir la majorité requise. Il y aura même un téméraire qui fera un vote contre avant de se faire rappeler à l'ordre par Paroubi, qui dit « J'ai vu qu'il y en a un qui a mis une carte rouge
C'est qui? Toi, j'ai vu, t'as mis une carte rouge. Non, ça va pas. Moi, il l'aura fait qu'une fois. Après, il va juste s'abstenir. Donc, Oui. dans une démocratie normale, bon, l'Assemblée s'est exprimée, le vote ne passe pas, Bah oui. normalement. Normalement, une fois, c'est une Normalement. fois. Point. Voilà. Mais pas en Ukraine. Voilà, puisque le vote ne convient pas, Andrei Paroubi a fait revoter la Rada encore et encore et encore. Pour chaque juge sur lequel le vote ne passe pas, il va resoumettre au vote un nombre incalculable de fois, sans mêlant même les pinceaux entre monsieur et madame, tellement il connaît bien les juges que son assemblée est appelée à virer, avant de parvenir au vote qui lui convient. Alors le tout entrecoupé d'interventions larmoyantes sur les héros du Maïdan ou autres plus menaçantes envers les enfants de ceux qui votent pas comme il faut. Non, là c'est pas une blague. Dans l'Ukraine d'aujourd'hui, les élus qui votent pas comme il faut, on menace carrément leurs gosses. Ouais. Voilà, c'est démocratique. C'est démocratique. Voilà. Donc pour certains juges, je crois qu'ils ont voté au moins une bonne dizaine de reprises avant d'arriver au vote voulu. Oui, je crois que j'ai vu un truc comme 80 votes. Il me semble qu'il y a un numéro. Il y a un numéro pour chaque vote. Donc, il y en a eu 3-4 qui ont vraiment posé problème, où il les a resoumis. Donc je pense que cela, il a dû au moins les soumettre 12 ou 13 fois. Ouais, chacun, ouais, absolument. Bah, de toute façon, c'est clair, la vidéo, on va mettre le lien de cette vidéo-là aussi dans la description. Parce que elle vaut son pesant d'or, c'est complètement ubuesque, et on a des gens qui arrivent encore à défendre ça en nous disant que non, l'Ukraine n'est pas nazie. Non, en Ukraine, les élus ne sont plus libres. D'ailleurs, on le voit. Les élus s'abstiennent. Ils osent même pas voter contre. Sauf un là qui avait tenté un petit coup de témérité. Il s'est fait rappeler à l'ordre. Mais là, la démocratie en Ukraine, c'est du foutage de gueule. Je veux dire, ce n'est pas une démocratie. C'est un État fasciste où on fait revoter l'Assemblée 10-15 fois. Sur un même truc jusqu'à obtenir le vote voulu. Ça ressemble assez au Chili de Pinochet en fait. Oui. Une face de droite, bien droite. Voilà. C'est où donc moi j'avais fait un article basé sur cette vidéo et aussi sur une autre donc de ce conseil à Kiev où l'église orthodoxe d'Ukraine avait demandé un puis deux terrains au conseil communal. Oui. Le premier avait été accordé sans trop de difficultés, puis le deuxième, les élus locaux ont dit non, faut peut-être pas déconner quand même. Et là, les nationalistes ont débarqué en exigeant que les élus votent à main levée pour voir qui votait pas bien, quoi. Bon, si ça rappelle des souvenirs à certains, c'est pas vraiment des exemples de démocratie. Non. Donc, mais voilà, ou alors c'est parce que le mot démocratie n'a plus le même sens. Voilà. On doit pas avoir le même dictionnaire, les gens qui définissent ça comme étant de la démocratie. Oui, c'est pas disons que c'est le même mot, mais ça n'a pas forcément du tout le même sens selon le pays, Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc là, l'Ukraine s'enfonce de plus en plus et c'est assez inquiétant quand même. C'est assez inquiétant. Ouais. Et le plus inquiétant, c'est la léthargie du peuple ukrainien, qui dans sa très grande majorité, pour l'instant, ne moufte pas. C'est peut-être une colère sourde, c'est peut-être quelque chose qui est en train mais bon, le problème c'est quand ça va s'exprimer, ça risque d'être noyauté après très facilement par des groupuscules encore plus radicaux qui vont utiliser ça. C'est ma crainte du Maïdan nazi 3.0. Ouais. Plus tu laisses mijoter comme ça, plus c'est dangereux quand même. Absolument. Donc voilà. Je rappelle donc un groupe de visiteurs français arrivera le 16 octobre, donc dimanche prochain. Nous ferons des rapports réguliers de leurs différentes visites sur les réseaux sociaux tout au long de leur semaine ici. Lors de cette semaine-là, le CITREP sera déplacé puisque je passerai le samedi en leur compagnie. Et donc, d'accord. Donc là, les candidatures sont closes. Oui, parce qu'après, là, pour obtenir le temps d'obtenir le visa pour la Russie, après, c'est un peu juste. C'est un peu cuit, quoi. Oui, bien sûr.
absolument. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons, d'autres groupes, donc un groupe international est organisé fin novembre, début décembre, donc pour des gens qui arrivent à parler anglais, et sinon certainement début 2017. D'accord. On communiquera les dates dès qu'on les aura, mais effectivement. Là, ce sera le dernier groupe français pour cette année. Il y en aura un autre, mais plus humanitaire, qui viendra en toute fin d'année, entre Noël et le jour de l'an. Oui, ce qui est normal. Ouais. Et effectivement, beaucoup plus pour jouer les Pères Noël. Pour prendre soin de ces petits gosses qui passent leur temps dans les caves. Voilà. Et qui sont constamment sous la menace d'un obus de mortier ou de canons d'artillerie ukrainiens. Donc voilà, c'était le bilan de la semaine. Eh bien, on a peur de connaître le bilan suivant. Hein. Oui, la tendance actuellement, ça rassure pas pour le prochain. Ça se rapproche de la formule d'Alexander Zakharchenko sur continuer et à un moment donné, on va passer à l'offensive. Oui, c'est le risque. La question, c'est le moment où ça atteindra le point de rupture. Quand on voit la situation qui se tend aussi beaucoup en Syrie, qui sont quand même deux conflits jumeaux. Hein, c'est les deux faces en réalité du même conflit global. Absolument, oui. On a les États-Unis qui tirent les ficelles derrière. Qui tirent les ficelles des deux côtés. On voit bien qu'aux États-Unis, ça commence à être la crise d'hystérie généralisée à l'approche des élections, parce que plus ça va et plus Hillary Clinton a de casseroles aux miches. Elle a beau essayer de discréditer Trump en le faisant passer pour un sexiste, pour ci, pour mi. Il n'empêche qu'elle a des casseroles beaucoup plus lourdes aux fesses. Donc là, elle est très très mal partie. Et donc je pense que les néoconservateurs sont en train vraiment de s'affoler là aux États-Unis. Je crois qu'ils veulent même pas attendre le 8 novembre pour savoir à quelle sauce ils vont se faire manger. Je pense même qu'ils seraient capables d'organiser quelque chose qui ajourne ou qui annule les élections pour éviter d'avoir Trump comme président, bien sûr. C'est une de mes craintes aussi. Hein. S'il déclenchait une guerre, ça suspendrait clairement. Ça serait une excuse pour suspendre les élections. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas ignorer à haut niveau ce qui se passe dans le Donbass. Je rappelle la conférence de presse de ce jeudi donnée à Moscou entre Jean-Marc Ayrault et Sergueï Lavrov. Et Sergueï Lavrov en a profité alors que Jean-Marc Ayrault était de passage pour faire pression sur la Russie pour qu'elle accepte de voter la résolution au Conseil de sécurité qui aurait normalement dû être votée aujourd'hui, je crois. C'est ça. A insisté sur la situation du Donbass en expliquant que il y a des gens, pas d'une manière extrêmement directe, mais il y a des gens qui respectaient pas leurs engagements et que ça aussi, ça comptait pour montrer que c'était pas bien de constamment accuser la Russie d'être responsable de tout et de n'importe quoi. Voilà. Oui, parce que c'est ça actuellement. Hein. La Russie, elle a le dos large en ce moment. Ouais. Et une grande patience, une très très grande patience. Il y en a qui ont de la chance qu'elle soit aussi patiente. Hein. Franchement, il y en a qui se rendent vraiment pas compte, je pense. Si c'était quelqu'un d'autre que Poutine à la tête de la Russie, ça fait longtemps que l'allumette, elle aurait été craquée. Quoi. Bien que les dernières décisions qui ont été prises par Vladimir Poutine sont extrêmement sérieuses, extrêmement sévères en ce qui concerne l'arrêt de la destruction des stocks de plutonium venant des armes nucléaires, l'installation de nouveaux systèmes S-300, de livraison de systèmes S-300 en Syrie, oui. Qui sont venus compléter les S-400 qui étaient sur la base de Khmeimim. Oui.
Et puis l'avertissement clair et net de dire bon bah maintenant le premier qui passe sur la zone contrôlée par le gouvernement syrien qu'on n'a pas clairement identifié comme étant un des nôtres, on va abattre à vue sans se poser de questions, quoi. C'est ça, absolument, ouais, absolument. Donc les choses sont dites. Maintenant, moi c'est ma crainte personnelle, hein, je vais en terminer là-dessus, mais c'est ma crainte personnelle, c'est que ça risque une escalade, hein, c'est qu'ils n'hésitent pas à faire un truc aussi grave à partir du moment où la résolution aura été rejetée par le veto au moins russe, hein. Il suffit que les Russes, même si les Chinois s'abstiennent, il suffit que les Russes fassent veto pour que la résolution passe pas. Et c'est pas ça qui dérange, qui a dérangé les Américains en 2003 pour attaquer l'Irak, puisque je rappelle que c'était la France qui avait mis un veto, ouais. et ils y étaient allés quand même, donc illégalement, en totale illégalité. Voilà. Sauf que là, c'est pas la Libye et il y a les Russes dans le secteur, oui. Il y a les Russes dans le secteur et là, ça se passera pas comme en Libye. Donc la question, c'est est-ce que les néoconservateurs sont suicidaires à ce point-là, enfin est-ce qu'ils sont cons et suicidaires à ce point-là ou pas, en fait. Disons, est-ce que ils doivent peser en fait entre accepter de perdre l'hégémonie, hein, et risquer de se retrouver un jour devant les bancs d'un tribunal international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, crimes contre la paix également, ou tenter le tout pour le tout en espérant définitivement mettre hors jeu la Russie et la Chine. Malheureusement, il y a un certain nombre de gens qui doivent être des consommateurs effrénés de produits stupéfiants, je pense. Et c'est pas forcément évidemment une bonne chose, hein. Non, c'est clair, ça tendance à cramer les neurones quand même, hein. Oui, absolument. Comme un certain Donc, John McCain. on va voir si la proposition alternative, puisque la Russie est venue aujourd'hui à l'ONU avec une proposition de résolution alternative soutenant le projet du délégué de l'ONU pour la Syrie. Oui. Donc de proposer carrément de laisser les terroristes du front Al-Nosra partir d'Alep. Oui. C'est-à-dire leur dire, bah voilà, on vous fait un corridor vert, vous sortez avec vos armes, vous vous barrez, et puis point barre. Mais selon l'analyse que je faisais, et je vais vraiment en terminer là par contre, l'analyse que je faisais, c'est que malheureusement, il faut les Washington ne veut à aucun prix que la ville d'Alep retrouve l'intégralité de son intégrité. Non, c'est ce que j'ai mis dans ma propre analyse que j'ai publiée il y a quelques heures à peine. Oui. Alep, la bataille d'Alep est une bataille d'une portée symbolique aussi importante que celle de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose que toi et moi avons déjà discuté. Absolument. Donc ils ne peuvent pas se permettre de perdre Alep. C'est ça. Mais voilà, s'ils refusent la résolution russe, en fait, ça revient à dire ouvertement on soutient les terroristes. Et que finalement, la ville d'Alep et ses habitants civils, ils en ont rien à foutre. Bah, ils vont toujours expliquer que c'est de la faute aux Russes et aux Syriens qui refusent en fait de les laisser sortir parce que en fait les Russes et les Syriens sont des hypocrites, sont des sournois avec des déclarations officielles positives et des actes négatifs sur le terrain. Voilà, bon, on en est là et je crois que c'est Sarbidani. Donc là, les jours et les semaines à venir vont être... C'est Sarbidani qui va nous donner un petit aperçu de ce qui se passe en Syrie mardi prochain pour l'enregistrement de l'émission. Voilà, c'est vrai, effectivement, les deux conflits sont complètement liés et c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est que si ça part en vrille en Syrie, ça risque malheureusement de faire exactement la même chose. partir aussi en vrille ici, quoi. Voilà, oui. absolument, absolument. Donc voilà, d'ailleurs on le voit, hein, puisque le regain de tension ici, et puis la très faible avancée qu'on avait obtenue là au mois de septembre avec l'Ukraine, s'est résorbée quasiment en même temps qu'il y a eu le regain de tension en Syrie. Hein, ça a été quasiment simultané. Donc, il joue sur les deux. Hein, il joue sur les deux. Ouais, clairement. Okay. Donc voilà. Bon. On va voir à quelle sauce on se fait manger. Eh oui, casus belli peut-être. Hein.
crois, c'est ça. Eh bien, écoute, merci Christelle, à très bientôt. De rien, Tom. À bientôt, à la semaine prochaine. Toujours prudence, toujours. Toujours. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, ciao.